Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Yes, la meuf est porte-parole. Sibeth Ndiaye est la nouvelle porte-parole du gouvernement. Cette fille de la haute bourgeoisie sénégalaise n'est devenue française qu'en 2016. Entre vulgarité et agressivité, voilà qui promet. Agression transphobe, pas d'amalgame pour tous. Même si une agression transphobe a lieu en plein milieu d'une manif d'Algériens, hors de question pour les journalistes de faire des amalgames. Le Pen face à Hanouna, papy sympa. Cyril Hanouna a interrogé Jean-Marie Le Pen. Pour de nombreux médias, l'animateur vedette a rendu l'homme politique trop sympathique. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Sibeth Ndiaye, ce nom est désormais connu de tous les Français qui s'intéressent à la politique puisque c'est la nouvelle porte-parole du gouvernement. Alors, dans son discours d'investiture, elle a tout de suite rappelé ses origines. On l'écoute. Cette marche, je la franchis avec la fierté de servir la France, ce pays que je me suis choisi. Parce qu'avant même d'être française, j'ai compté parmi les engagés de ce pays. En Seine-Saint-Denis notamment, où rien n'est simple, mais où tout est possible. Ce département, j'y ai vécu, j'y ai travaillé. C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche. Alors quand elle parle de ses origines, eh bien, Sibeth Ndiaye est étonnamment pudique, puisque par exemple quand elle se confie à un média, elle déclare « Mon père a fait beaucoup de politique et ma mère, magistrate, s'y intéressait aussi ». Alors, les journalistes ont été assez faciles, enfin n'ont pas remis trop en question cette parole, et Jean-Yves, en fait, quand on connaît la vérité, bon, on sait que c'est pas exactement ça qui s'est passé, quoi. Ça. Bah non, elle nous la joue un peu Cosette. Je viens de la Seine-Saint-Denis. Elle a fait ses études au lycée Montaigne, en plein cœur du 6e arrondissement, à côté du Palais du Luxembourg et du Parc du Luxembourg. Les parents, ils ont fait... La mère est magistrate. Bah oui, tu parles, elle était président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Le père, il a fait un peu de politique. Ah bah oui, il était député et numéro 2 du parti du président de la République de 2000 à 2012. Voilà, donc c'est de la grande bourgeoisie... c'est de la grande bourgeoisie africaine qui s'est installée en France et qui a fait carrière dans les milieux strauss-kahniens et qui ensuite est recyclée par Macron et qui n'est, elle le dit d'ailleurs, naturalisée française que depuis 2016, c'est quand même rapide, naturalisée française en 2016, ministre en 2019, bravo, bravo. C'est ça l'esprit start-up. Bravo Sibeth, oui, c'est l'esprit start-up, oui. Alors, ses origines, eh bien, c'est aussi forcément son africanité et elle s'exprime face à Ruth Elkrief pour déclarer que ça lui porte parfois préjudice. Vous êtes prête aux attaques, vous êtes prête aux critiques, vous êtes... Je crois qu'en termes d'attaques, ça a déjà bien commencé sur les chapeaux de roue. Donc, de ce point de vue-là, je suis vaccinée. Quand vous êtes une femme et que, en plus, vous êtes noire, parce que vous êtes cumularde, on met toujours en doute la raison pour laquelle vous êtes là. Alors là, on est dans l'inversion complète de la réalité. Elle n'est pas ministre bien qu'elle soit femme et noire, elle est ministre parce qu'elle est femme et noire. C'est pour cela qu'elle a été choisie. Elle coche plusieurs cases dans l'esprit du système. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est de voir que Ruth Elkrief est totalement complice. Elle lui envoie des balles très haut, oui, ça rigole ensemble. En rigolant. Enfin, on est vraiment dans l'entre-soi politico-médiatique là.
Mais il y a eu d'ailleurs pas mal de blagues qui ont circulé sur les réseaux sociaux pour dire remaniement ministériel, Ruth Elkrief et Barbier gardent leur poste de porte-parole du gouvernement. Bah oui, parce qu'il y a le porte-parole du gouvernement qui est au gouvernement, puis il y a les porte-parole du gouvernement dans les médias, les officieux. Et Dieu sait si Ruth Elkrief, de ce point de vue-là, a beaucoup de talent. Ils sont parfois plus efficaces que les officiels. Certainement, certainement. Alors, Sibeth Ndiaye, elle a également des origines politiques. Elle ne vient pas de nulle part, hein. C'est une ancienne du Parti socialiste qui avait milité à l'UNEF. Elle était également engagée auprès de Dominique Strauss-Kahn, puis Claude Barthelone et enfin Arnaud Montebourg. Donc, elle vient pas de nulle part. Jean-Yves, là aussi, il y avait, c'est quelque chose qu'on occulte un petit peu en faisant. On a Cosette qui vient de Seine-Saint-Denis, qui est là à la force de ses convictions. Finalement, elle est déjà dans le système, quoi. Au cœur du système. Au cœur du système. Alors, elle a un rapport aux médias qui est particulier, puisqu'il y a eu plusieurs affaires en lien avec les médias et Sibeth Ndiaye. Tout d'abord, c'est elle qui a supervisé le changement, la modification de la salle de presse de l'Élysée, qui a changé de place. Et c'était une affaire qui avait soulevé, ça avait provoqué une levée de bouclier auprès des journalistes accrédités à l'Élysée. Mais c'était une demande d'Emmanuel Macron et elle l'a menée à bien, parce que c'est en voie de réalisation, là c'est en voie de finalisation. Et ça a été bien apprécié par Emmanuel Macron. C'était donc opposé aux journalistes et ça avait porté ses fruits. Et puis elle avait été aussi rendue célèbre pour un petit emportement contre les journalistes des Inrocks qui avaient, selon elle, mal retranscrit les propos d'Emmanuel Macron. On va le voir tout de suite. Non, il n'a pas dit on a humilié la manif pour tous. Putain, faites votre boulot les gars aussi. Là, non mais là, ça me saoule. Franchement, là, je suis saoulée. Il faut être précis. Je veux dire, ça, c'est pas du travail de journaliste. C'est du travail de Salwa. Je te le dis. C'est pour ça que je suis un peu vénère, parce que je veux qu'on soit précis dans ce qu'il a dit. Alors, comme on le voit dans cet extrait, Sibeth Ndiaye a l'emportement facile et parfois l'emploi d'un langage peu protocolaire, on va dire. Eh bien, c'était pas une nouveauté, puisque la polémique la plus emblématique qu'il a touchée, c'est la problématique d'une phrase envoyée à une journaliste pour confirmer la mort de Simone Veil. Elle lui avait envoyé « Yes, la meuf est dead ». En tout cas, c'était la version qui avait été donnée par le Canard enchaîné. Check News s'est penché sur la question. Elle n'aurait pas dit « Yes, la meuf est dead » pour parler de la mort de Simone Veil, mais plutôt « La meuf est morte ». Bon, alors Jean-Yves, c'est une variation. La rectification est d'importance. La meuf n'est pas dead, la meuf est morte. Attention, la meuf is dead, non, la meuf est morte. Bon, donc c'est une petite rectification. Mais en tout cas, on voit que Sibeth Ndiaye, elle a quand même un langage qui est particulier. Peu châtié. Alors, ce qui est intéressant finalement dans cette affaire, c'est que Sibeth Ndiaye est porte-parole du gouvernement. À l'époque du général de Gaulle, le porte-parole du gouvernement, c'était Alain Peyrefitte, homme de grande distinction, normalien, académicien français. Aujourd'hui, c'est Sibeth Ndiaye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à la fois le grand remplacement et la décivilisation. Parce qu'elle enchaîne, elle est saoulée, putain, la meuf, vénère, à la place d'énerver. Enfin, c'est un langage extrêmement relâché, qui correspond quand même pas tout à fait à la fonction. Et puis elle mange du chewing-gum quand elle siège à l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup parler. C'est pas seulement le grand remplacement, c'est la décivilisation. Je dis ça parce que finalement, c'est l'illustration parfaite des thèses de Renaud Camus. Alors, si elle a été choisie, c'est aussi peut-être parce qu'elle a la confiance d'Emmanuel Macron. En tout cas, les commentateurs se sont posé la question de ce choix du recrutement d'une personnalité qui est quand même assez controversée. On a par exemple Dacier, le chroniqueur de Punchline, qui s'en étonne. Bon, le président bétonne, il appelle les conseillers. Est-ce que c'est bon signe ou pas bon signe? Je suis d'accord avec Gaspard. Il y a un petit problème de recrutement qui n'est pas normal. J'en dirai pas plus aujourd'hui. Pour Clément Viktorovitch, là encore sur Punchline, c'est révélateur d'un entre-soi. Il y a quand même un sentiment d'entre-soi qui se dégage de ce remaniement. Le fait de nommer des conseillers, de se renfermer sur ses plus proches. Alors, on est dans un moment très difficile pour le président de la République. On peut comprendre qu'il ait besoin de se protéger, de se sentir entouré. Mais il y a quand même un peu ce sentiment-là. Alors, les commentateurs s'interrogent, mais il y a un début d'explication peut-être dans ce propos rapporté en juillet 2017 par l'Express. Sibeth Ndiaye qui déclarait alors « J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président ». Et on a pu voir une mise en application de ce principe dans l'affaire de la diffusion d'un montage vidéo trompeur pour
tenter d'excuser Alexandre Benalla. On y reviendra dans les tweets, mais en tout cas, Jean-Yves, on voit qu'il y a donc une personne en qui Macron a confiance et son boulot, c'est un peu d'aller au charbon, quoi. Il a confiance, effectivement, parce qu'elle ment, elle assume de mentir pour le servir. Je crois que c'est assez révélateur quand même du système Macron, qui est un système fondé sur le mensonge, et quand même, malgré tout, sur un personnel de très médiocre qualité. Très médiocre qualité. Quand on voit les députés, quand on voit les ministres, quand on voit les conseillers, c'est assez effrayant. Hein. Alors, quand on voit Esmélien, là, qui est le conseiller spécial des missionnaires, conseiller spécial, c'est quasiment le numéro 1 ou 2 de l'Élysée. L'éminence grise. L'éminence grise a pris la main dans le pot de confiture pour une petite barbouzerie sur Internet. Enfin, c'est assez consternant. Alors, petit point un peu presse people, mais quand elle était chargée des relations presse de l'Élysée, à un moment, elle a été mise en concurrence avec Bruno Roger Petit, qui avait pris un peu la place. Et en fait, elle est entrée dans une concurrence feutrée mais acharnée avec elle, une bataille dont elle est sortie vainqueur, ce qui signifie que donc on se bat entre Sibeth Ndiaye et Bruno Roger Petit pour accéder au plus haut poste. C'est quand même pas glorieux, quoi, effectivement. Passons au zapping. Un samedi où les jeunes font la fête. Élise, 24 ans, et Julien, 31 ans, sont amis. Ce soir-là, le jeune homme a pas mal bu. Élise lui propose alors de l'héberger chez elle, place de la Pucelle. Le lendemain, ils sont retrouvés morts étranglés dans l'appartement de la jeune femme. Le 31 décembre, Jean-Claude Hensen Gumukiza est mis en examen pour double meurtre et viol. Déjà condamné pour viol en 2011 à 8 ans d'emprisonnement, l'homme aujourd'hui âgé de 38 ans a été libéré de prison en novembre 2015. Rwandais, né en Ouganda, il était soumis à une obligation de quitter le territoire français à l'issue de sa peine, mais autorités préfectorales et consulaires ont dysfonctionné. Des questions, pour l'instant sans réponse, autour de la mort d'un jeune homme jeudi matin, un homme d'une trentaine d'années. Ça s'est passé très tôt, donc jeudi, lors d'un contrôle de police en région parisienne. Au niveau de la Porte d'Italie, les réseaux sociaux s'enflamment depuis plusieurs heures sur les conditions de son décès. Jeudi, vers 1h50, le conducteur d'une voiture BMW est contrôlé sur le périphérique parisien par 2 motards de la police. Le jeune homme, âgé de 31 ans, connu pour des affaires de stupéfiants, est en situation d'annulation de son permis de conduire et positif au test d'alcoolémie. Les policiers attendent avec lui l'arrivée d'un autre véhicule pour le prendre en charge lorsqu'il avale une substance non identifiée, probablement une forte dose de cocaïne selon nos informations. Il est pris de convulsions. C'est exactement ce qui s'était passé pour l'affaire Théo, sachant que c'est des gens qui nous disent en permanence « vous alimentez je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi ». Eux, ce qu'ils alimentent, c'est le risque d'un embrasement en banlieue, parce qu'on sait très bien que ça peut arriver dans ce genre d'affrontement. Or, on découvre 2 jours après que la prudence aurait permis de dire que les policiers, en l'occurrence, n'étaient pas du tout en cause dans cette histoire. L'affaire Théo aurait dû leur servir de leçon. Rappelez-vous, c'était des unes de journaux, carrément, quoi. Les flics ont toujours tort, etc. Un chauffeur d'origine sénégalaise détourne son propre car scolaire près de Milan et indique aux écoliers apeurés qu'il va les faire brûler pour protester contre la politique migratoire. Mon imagination est impuissante à vous décrire ce que ça aurait été la situation inverse où un chauffeur occidental aurait pris en otage des enfants migrants en menaçant de les brûler. Je me demande, je vois des affiches de vous dans mon quartier et je me demande qui sont vos militants alors que je ne vois pas d'affiches des Républicains, je ne vois pas d'affiches d'En Marche. Tout simplement, d'abord parce qu'eux, ils ont accès aux grands médias. Nous sommes interdits des grands médias. C'est un véritable scandale, d'ailleurs. D'ailleurs, le CSA a mis en demeure France 2 et le service public de me donner la parole. J'appelle ça l'occultation de l'information pour des raisons purement idéologiques. J'ai trouvé le débat assez bien et pour qu'il puisse s'intéresser aux enfants parce qu'il a raison. Après,
il va nous laisser à nous la France, on va dire. Des choses où il a parlé des gilets jaunes, je trouvais qu'il aurait pu trouver une solution au lieu de dire qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Mon cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. Oui. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolé de vous le dire, à un moment donné, vous confondez tout sur ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français? Mais je mens pas, monsieur. Mais vous voulez que je vous parle de dossiers importants? Si vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça? Mais qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans? Vous voulez dire sur le chômage aux gens? Mais attendez, je suis désolé, aujourd'hui, il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. J'ai du mal à penser que ce Brexit va être défavorable au Royaume-Uni. C'est un pays avec des ressources extraordinaires, qui a traversé évidemment les siècles, qui a une conscience de lui-même tout à fait particulière. Il y a plusieurs associations, dont le CRAN, l'UNEF, leur est venu en aide, qui ont dénoncé un racisme confondant cette tradition des masques dans le théâtre antique avec le folklore ségrégationniste américain du 19e siècle et accusant ainsi le théâtre de racisme. Ils sont quand même venus, ils ont empêché les acteurs de rentrer sur scène et donc la pièce de se donner. Donc maintenant, à l'intimidation et à la bêtise antiraciste s'ajoute l'inculture abyssale. C'est quand même relativement affligeant. Cesare Battisti, l'ancien activiste italien d'extrême gauche qui a été condamné en Italie à perpétuité pour 4 meurtres qu'il n'avait jamais reconnus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de reconnaître, il vient d'admettre. Vous l'avez soutenu sans faille. Non, je ne l'ai pas soutenu sans faille, non. Vous avez écrit une lettre au président Lula. Oui. Vous n'avez cessé de le soutenir, j'ai retrouvé les articles. Oui, mais peut-être que vous avez changé d'avis depuis qu'il a reconnu ses meurtres. Pour commencer, je vais donner un coup de chapeau à 2 journalistes qu'on voit apparaître dans ce zapping. D'abord Sonia Mabrouk, qui accroche Bernard-Henri Lévy à propos de l'affaire Battisti. Là, elle l'accroche, et c'est rare, parce qu'en général, les journalistes sont complètement aplatis devant Bernard-Henri Lévy. Là, elle fait son travail. C'est mérite d'être tout à fait remarqué. Et puis, le deuxième coup de chapeau, c'est pour Charlotte Dornelas, qui revient sur l'affaire de la pièce d'Eschyle, interdite de projection en Sorbonne à la suite d'une action d'intimidation et de violence de la Ligue de défense noire africaine, et qui n'hésite pas à mettre en cause les méthodes de l'idéologie antiraciste, les méthodes antiracistes, méthodes, je cite, d'intimidation, de bêtises, et puis même, dans l'affaire particulière de la pièce d'Eschyle, d'inculture. Voilà. Ça c'est bien, ça mérite tout à fait d'être signalé. Alors, on a aussi les méthodes habituelles des médias, avec la surréaction dans l'affaire d'Idenesha, ce soi-disant victime d'une bavure, Ange, quel beau prénom pour une victime, soi-disant victime d'une bavure policière. Les médias sont partis là-dessus pendant 24 heures avant de revenir en arrière, comme dans l'affaire Théo. Surtout les personnalités médiatiques. Surtout les personnalités médiatiques, comme dans l'affaire Théo, ils ont mangé le mensonge, l'hameçon jusqu'au fond de la gorge. Ça, c'est la surréaction. Et puis, on a l'occultation pour l'affaire du terroriste africain qui a pris en otage un autocar d'enfants à Milan, où là, on en a fait le moins possible. Et ça, c'est vraiment essentiel dans le traitement de l'information. Ce qu'on monte très haut et ce qu'on place très bas, c'est le biais le plus formidable de la désinformation. Belles images de génération identitaire sur la CAF de Seine-Saint-Denis. Quand on pense que c'est de belles images, mais c'est une démonstration, c'est une manifestation symbolique et que le gouvernement envisage pour cela de les dissoudre, on voit à quel point se met en place progressivement, même si je sais que certains trouvent que c'est excessif, se met en place progressivement ce que j'appelle la dictature Macron. Ça va, on y va progressivement. On a déjà dissous des groupes qui n'avaient rien fait de mal. Maintenant, on envisage de dissoudre Génération Identitaire. On interdit les manifestations. On vote des lois liberticides. On développe les interdits professionnels. Il y a une logique totalitaire qui est en train de se mettre en place. Il faut bien dire, c'est sans doute la volonté de Macron, mais elle est rendue possible parce que les médias approuvent
un certain nombre de choses, c'est-à-dire des choses qui les feraient hurler s'ils touchaient des gens dont ils partagent l'idéologie. Ils trouvent ça parfaitement normal à partir du moment où ce sont des gens qui ont des opinions différentes des leurs. Voilà. C'est du soft totalitarisme, on va dire. Passons au deuxième sujet, agression transphobe, pas d'amalgame pour tous. Ce dimanche à Paris a donc eu lieu une agression dite transphobe. Alors je sais, Jean-Yves, que vous n'aimez pas trop ce terme. C'est de la novlangue, Nicolas, c'est de la novlangue. Malgré tout, le terme, je vais l'employer, je risque le courroux de votre courroux. Nos web spectateurs vont devoir se doter d'un dictionnaire français novlangue, alors c'est terrible ça. Oui, effectivement. Mais comme ça, c'est vrai que même s'il ne l'avait pas avant, il le faut pour décrypter de toute manière les médias, donc ça sera utile. C'est donc ce dimanche qu'une personne transgenre a été agressée lors d'une manif en faveur du changement en Algérie. Transgenre, c'est aussi de la novlangue, c'est transsexuel. Transsexuel, transgenre. Ouais. Transsexuel, transgenre, c'est de la novlangue. Ouais, mais Ah, mais vous allez avoir une maîtrise ou un doctorat de novlangue, Nicolas, si ça continue. C'est mon côté politiquement correct. Ah oui, absolument. Donc ça avait lieu place de la République, donc, alors qu'elle se rendait au métro et qu'elle traversait la foule. Vous avez vu les images sur toutes les chaînes de télévision. Ce qui est assez extraordinaire dans le traitement médiatique de cette agression intolérante, on va dire, c'est que certains médias ont fait un silence complet sur l'identité des agresseurs, ce qui est quand même assez extraordinaire. Quand on voit les images, on voit clairement le drapeau algérien. On a par exemple l'Obs qui réalise vraiment l'exploit de ne jamais parler dans son article de la nature des personnes qui agressent la personne transgenre ou transsexuelle. Dans l'article titré « Le plus traumatisant, c'est l'humiliation. Julia, transgenre agressée à Paris, se confie », mais on apprend que l'agression a lieu place de la République, sans qu'il soit fait mention de la manifestation, et qu'elle se dirigeait vers le métro et qu'elle a été bloquée par 3 hommes. Donc voilà, pas de mention de la manifestation, ce qui est assez extraordinaire. Le Huffington Post fait à peine mieux, mais quand même a le mérite de parler de ça. Julia, victime d'une agression transphobe à Paris, livre son témoignage. Donc au début de l'article, on voit que ce sont des hommes, une foule de personnes. Et puis quand même, en bas de l'article, on apprend que ce sont des manifestants venus à l'origine pour protester contre le gouvernement algérien. Alors Jean-Yves, on voit que les médias ont quand même beaucoup de mal à parler de la nature des agresseurs. Ben oui, parce que les manifestants algériens en France contre le gouvernement algérien en Algérie, ce sont des gentils, Nicolas. Ce sont des gentils. Okay. Voilà, donc ils ne peuvent pas être méchants. C'est logique. Il faut aussi un dictionnaire pour comprendre tout ça, voilà, finalement. Ce sont des gentils. Oui. Donc ils ne peuvent pas être méchants. C'est quand même extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a même Dacier sur CNews qui envisage que ce soit des agresseurs d'extrême droite. Qui sont-ils? Au début, on pouvait hésiter. Est-ce que c'est des petits blancs d'extrême droite? Est-ce que des jeunes d'origine maghrébine? Alors, c'est quand même formidable le choix du vocabulaire, parce qu'il y a d'un côté des jeunes d'origine maghrébine et de l'autre des petits blancs d'extrême droite. Vous voyez? Déjà, il y a quand même ceux qui sont gentils, ceux qui sont méchants. Et puis c'est connu, c'est bien connu. Les petits blancs d'extrême droite, ils brandissent le drapeau algérien régulièrement. C'est leur habitude. C'est vraiment fabuleux de pouvoir arriver à ce degré de bassesse. Et ce qui est sûr, de soumission. Ce qui est sûr et certain, mais on sent bien qu'il est gêné, Dacier, quand il dit ça. En fait, il voudrait le dire directement maghrébin, mais il peut pas, donc il est obligé de se dédouaner en disant d'abord d'extrême droite. Enfin, c'est complètement hallucinant. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y aurait pas eu ces précautions si c'était à la sortie en même temps qu'un rassemblement scout ou je ne sais quoi. Et j'insiste, jeunes d'origine maghrébine, petits blancs d'extrême droite. Alors, après ce silence médiatique de certains médias en tout cas, la personne agressée, Julia donc, a été présente dans tous les médias. Julia ou Julien? Julia, voilà. On ne sait pas si le changement d'état civil a été effectué, voilà. Mais en tout cas, cette personne était présente sur tous les médias. On le voit dans cette une de Libération ce matin. Donc vraiment, elle est partout. Elle est sur les plateaux télé, etc. Et sur un de ces plateaux, en l'occurrence chez Pascal Praud, elle a lancé un vibrant appel à refuser les amalgames.
Et sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de choses et beaucoup de messages très inquiétants où, effectivement, on associe mon agression au fait que ces agresseurs soient algériens. Non. Alors là, moi, je suis pas d'accord. J'étais face à des hommes intolérants, ignorants. Le fait qu'ils soient algériens, ça n'a rien à voir pour moi. Donc Jean-Yves, là, c'est très clair, amalgame interdit. Alors, je crois qu'on a là, en fait, une opération de propagande. Une opération de propagande LGBT qui profite d'une agression... on se demande ce qu'elle faisait là, enfin, ou ce qu'il faisait là, j'en sais rien. Il se rendait au métro. Il se rendait au métro. On profite d'une agression sur un ou une transsexuelle pour faire une gigantesque campagne en faveur du lobby LGBT. C'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux comme récupération. Alors, d'un côté, en fait, l'Européen est obligé d'accepter comme normal et comme à soutenir absolument quelque chose qui est un malheur particulier, qui concerne peut-être une personne sur 2000, 3000, 5000, je ne sais pas, des cas extrêmement minoritaires qu'on veut présenter comme la normalité. Ça, c'est la première injonction. Et la deuxième injonction, qui est quand même contradictoire avec les précédentes, c'est qu'en même temps, il faut accepter des populations immigrées arabo-musulmanes, plutôt intolérantes vis-à-vis de ce genre de choses. Et donc, d'un côté, il faut accepter d'être hyper tolérant avec tout ce qui est LGBT et en même temps hyper tolérant avec les minorités arabo-musulmanes dans ce qu'elles peuvent avoir d'expressions intolérantes. Et bien ça, c'est un casse-noix. On place les Européens dans le casse-noix des injonctions contradictoires et c'est tout de même, insupportable. Alors, ce qui est très étonnant aussi dans cette affaire, c'est que, en fait, globalement, tout le monde sait que les Algériens, en moyenne, sont plus réservés que les Français en moyenne quant à la tolérance des homosexuels, ne serait-ce que parce que dans leur code pénal, c'est pas forcément autorisé de la même manière qu'en France. Et sur le plateau, tout le monde le sait à peu près, mais personne n'ose le dire. Ça, c'est assez extraordinaire, quoi. Parce que vous-même, Nicolas, vous l'avez dit avec beaucoup de prudence, parce que dès qu'on exprime des choses qui ne sont pas parfaitement politiquement correctes, on est sous la menace de la censure judiciaire et de la censure du CSA. Donc, les gens politiquement corrects, ils peuvent aller sur les plateaux, ils disent ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Et ceux qui ne sont pas politiquement corrects, ils ont les mains attachées dans le dos. Voilà. C'est ça la réalité de la censure en France. Et je comprends ceux qui sont prudents, comme vous l'avez été d'ailleurs. Et si vous ne l'aviez pas été, je vous en aurais fait le reproche. Mais je suis très prudent. Mais en tout cas, jamais assez. Mais question prudence par ailleurs, c'est sûr et certain que même cette personne qui appelle à ne pas faire d'amalgame, si on lui proposait de faire un tour avec tel quel, soit à Barbès ou dans le pays algérien, ou alors place de la République à Paris, hors manifestation algérienne, on sait à peu près où il y aura le plus de tolérance. Et tout le monde le sait, cette personne-là le sait. Et ce qui est intéressant, c'est que même si Pascal Praud, lui aussi, doit le savoir, il est obligé de se coucher dans ce mécanisme que vous venez d'expliquer. On va le regarder tout de suite. Mais est-ce que vous pensez l'insulter, de le frapper? Est-ce que vous pensez que ces gens m'ont agressé parce qu'ils sont de cette communauté-là? Non, moi j'ai pas dit ça du tout. Non, mais c'est ce que beaucoup de gens en fait sur les réseaux sociaux disent, et moi je suis pas d'accord. Au fond, ce que dit Pascal Praud, je n'ai pas dit ce que je sais correspondre à la réalité. C'est exactement ça. Donc c'est sur cette vidéo de soumission que nous passons au tweet.
je vais commenter le dernier tweet. Merci Nicolas de l'avoir mis en scène sur le colloque de l'Institut Iliade qui aura lieu donc samedi prochain, 6 avril. Et il y aura autour de midi, je crois, une très belle intervention de Vincenzo Soffo, qui est un des inspirateurs de la Ligue du Nord, et de Matteo Salvini, avec un thème que je crois important, puisqu'il va plaider pour des frontières à l'extérieur de l'Europe et des ponts à l'intérieur de l'Europe, ce qui est évidemment une vision un peu moins étriquée que d'autres, entre ceux qui veulent l'Europe ouverte à l'ensemble du monde et ceux qui veulent du souverainisme étriqué. Là, il y a une voie tout à fait intéressante, en tout cas qui pourra prêter à réflexion et à discussion. Alors, après, on retombe dans les travers habituels des médias, la complaisance, l'ignorance, la repentance et la novlangue, bien sûr. Alors, la complaisance, c'est l'émission Salut les Terriens qui supprime l'entretien déjà réalisé avec Flyrider, qui est Nicole, qui est un des porte-parole, on va dire, une des figures médiatiques des Gilets jaunes. Donc, on l'interroge, mais comme finalement ce qu'il doit dire ne doit pas bien convenir, hop, on le... Selon Juan Branco, c'est des appels de cadres de La République En Marche. Des appels de cadres de La République En Marche. C'est la fameuse censure Macron dont vous parliez. C'est la censure Macron. Bon. On a le Parisien qui nous fait une carte d'Europe des méchants. Et alors là, ils confondent tout parce qu'ils mettent la Belgique aux Pays-Bas ou les Pays-Bas en Belgique. Ils mettent le drapeau belge sur la carte de l'Allemagne. Enfin, c'est l'ignorance, là... l'ignorance médiatique à l'état pur, un petit coup de repentance avec l'imam d'une mosquée de Séville, je me demande ce qu'une mosquée fait à Séville, qui demande au roi d'Espagne de s'excuser, de faire repentance pour la Reconquista. C'est quand même culotté, faut l'avouer. Oui, c'est culotté. Vous occupez les gens et après vous protestez qu'ils luttent contre l'occupation, mais pourquoi se gêner? Et puis on a... la novlangue, alors là, c'est France Info qui s'illustre beaucoup, puisqu'il refuse de parler de Battesti comme d'un assassin ou comme d'un terroriste, ce qui correspond à la réalité, ou un criminel. Ce qui correspond à la réalité des choses, c'est toujours un activiste. Toujours un activiste, un militant. Voilà. Ça, ils sont incurables. Hein. Mais il est militant de gauche. Ah donc, oui, alors à ce moment-là, il est dans le camp du bien, il n'y a pas de problème. Alors, il faut peut-être revenir un petit peu, alors toujours dans la novlangue, quand on affirme du côté politiquement incorrect des idées qui correspondent à la réalité, c'est une fake news. Par exemple, vous dites que le pacte de Marrakech, il va avoir des effets, c'est une fake news. Vous faites peur. Par contre, quand vous procédez à un montage vidéo totalement bidon, mais que vous êtes à La République En Marche ou que vous êtes le conseiller spécial du président de la République, comme M. Emalien, c'est tout au plus une fausse information. Et là, il y a eu un montage extraordinaire dans l'affaire Benalla, puisque les services de l'Élysée, en l'occurrence M. Ismaël Emalien, le numéro 2 de l'appareil élyséen, juste après le secrétaire général de l'Élysée, a récupéré frauduleusement des images de la police. Oui, bon, on lui a envoyé des images de la police, très bien. Vous avez raison d'être prudent, je vous approuve. Ensuite, il les a amalgamées avec des photos, des images prises ailleurs, qui n'avaient pas de rapport direct avec les premières. On a fait le petit montage, on l'a passé tout ça pour excuser Benalla, bidon, tout ça pour excuser Benalla. On l'a passé à un compte bidon. Et Madame Sibeth Ndiaye, qui était à l'époque chargée des relations presse à l'Élysée avant d'être porte-parole du gouvernement, eh bien, a dit aux journalistes, allez voir cette vidéo, allez voir ce compte, je crois que c'est French Politique, en français dans le texte. Anonyme, par ailleurs. Anonyme, bon, alors que je croyais que les gens d'En Marche voulaient supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux, alors il faudrait savoir. Eh bien, voilà tout ce système qui vise à quand même influencer l'opinion, matraquer l'opinion, puisqu'effectivement, ça a beaucoup servi dans la défense de Benalla, qui disait, écoutez, moi je suis intervenu, mais il y avait des choses tout à fait insupportables avec ces gens qui avaient une attitude agressive vis-à-vis des policiers. Voilà, donc on voit le tout, on a tout, on a le paquet, quoi.
Et le summum, en quelque sorte, c'est quand même la promotion de Sibeth au poste de porte-parole du gouvernement. Le mensonge, vous dis-je. Promotion. Le mensonge, promotion mensonge. Promotion pour service rendu. Promotion mensonge. C'est pas promotion canapé, c'est promotion mensonge. Passons au troisième sujet. Le Pen face à Hanouna, papy sympa. C'est un entretien qui a beaucoup fait parler. La star du paysage audiovisuel français, Cyril Hanouna, qui caracole en tête des audiences, même s'il est toujours un petit peu dépassé par Quotidien, et Yann Barthès. Cyril Hanouna a interrogé Jean-Marie Le Pen chez lui, en compagnie d'Éric Nolot et Karim Zeribi. Et cette interview a fait couler beaucoup d'encre. Mais avant de commenter le traitement médiatique, on va s'intéresser à quelques extraits. Tout d'abord, Jean-Marie Le Pen était interrogé sur les inégalités raciales. Vous pensez qu'il y a des inégalités? Mais écoutez, quand on est sorti du 16e arrondissement et qu'on a, pas mon cas, et qu'on a traîné ses bottes un peu partout dans le monde, on se rend bien compte d'une chose, c'est que la catégorie qu'on qualifie de race est évident qu'elles ne sont pas égales en capacité. Il y en a qui nagent plus vite, il y en a qui courent plus vite, il y en a qui pensent plus vite. Il est assez clair, il ne plie pas. Il dit oui, il y a des différences entre les groupes d'hommes. Voilà, c'est gentiment dit, je trouve. Effectivement. Et deuxième extrait, Jean-Marie Le Pen qui finalement surprend. Vous aimez tout le monde, Jean-Marie Le Pen, finalement. Oui, mais on découvre un nouveau Jean-Marie Le Pen, là. C'est un Jean-Marie Le Pen montré sous un œil bienveillant et lui-même se montrant bienveillant, ce qui n'est pas évidemment. Ce qui ne correspond pas à la caricature ou à la manière dont il a été pendant très longtemps interrogé. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'on parle de nouveau Jean-Marie Le Pen, etc. Et on verra dans quelques instants que ça leur a un peu été reproché. Avant ça, dernier extrait, Jean-Marie Le Pen qui répond à des questions de Cyril Hanouna. Est-ce que vous êtes raciste? Non. Est-ce que vous êtes homophobe? Non. Est-ce que vous aimez l'équipe de France de football? Oui, quand elle gagne. Donc on le voit sur cette vidéo, Jean-Marie Le Pen, il apparaît sympathique, rigolo, détendu, etc. Et l'entretien étant plutôt à cette image, ça a suscité des interrogations, pour le moins, de plusieurs médias. On a par exemple Arrêt sur Image qui titre chez Hanouna l'interview d'un Le Pen apaisé. Donc on comprend que ce n'est pas forcément une bonne chose. Pour l'Express, dans son article, Cyril Hanouna aurait-il interviewé Jean-Marie Le Pen il y a quelques années? L'Express qualifie cet entretien d'irréel, d'une dédiabolisation médiatique, en notant par ailleurs que Balance ton pote étant la deuxième chaîne nationale sur les 15-34 ans, cet entretien ne sera sans doute pas passé inaperçu auprès des plus jeunes téléspectateurs. Et on imagine bien que ça ne leur plaît pas des masses. Marianne qui titre « Papy Le Pen, il est gentil », l'hallucinante interview par Cyril Hanouna du fondateur du FN. Pour les journalistes, c'est un numéro incroyable de complaisance, une entreprise de dédiabolisation. GQ titre même « L'effroyable interview de Jean-Marie Le Pen dans Balance ton poste », notant qu'il s'agissait plutôt d'une discussion amicale avec un papy cool et une séquence surréaliste confinant au malaise. Donc pour GQ et pour les médias en règle générale, c'est pas très bien passé cet entretien qui dédiabolise Jean-Marie Le Pen en fait. Je crois que ça correspond à l'idée que les médias ont vis-à-vis de ce qui est politiquement incorrect comme idée ou comme personnalité. Et les médias ont une fonction de diabolisation. Et là, c'est un entretien, on va dire, assez normal, plutôt drôle d'ailleurs. Avec une personne âgée en plus. Avec une personne âgée, mais enfin à 90 ans, il a encore une sacrée pêche. Il a encore, mais du coup, pour le téléspectateur, on le voit comme un grand-père. Voilà, comme un grand-père, c'est sûr. Même, on pourrait le voir comme un arrière-grand-père, peut-être. Mais pour les médias, ça ne correspond pas à leur fonction. La fonction, c'est de diaboliser. De diaboliser, d'ailleurs, y compris jusqu'à la mort. Ou en tout cas, jusqu'à la fin de la vie. C'est ça leur façon de voir les choses. Il y a les bons, il y a les méchants, il y a les bonnes idées, il y a les idées vilaines, et il faut diaboliser. C'est ça la fonction des médias, c'est pas de rendre compte finalement de la diversité du monde. Alors, autre média qui a tenté de parler à une personne politiquement incorrecte, c'est Quotidien qui a interviewé Mathieu Bock-Côté, le sociologue québécois et conservateur. Et
Yann Barthès a mentionné dès le début qu'ils accueillaient quelqu'un de politiquement incorrect, que ça changeait de l'habitude, donc c'est plutôt honnête. Et eh bien, on va le voir, sur le plateau, ça a plutôt été quand même un combat qui a tourné largement en la faveur de Mathieu Bocoté. On va voir un extrait tout de suite. Vous êtes pour la diversité, quand même. J'ai jamais su ce que ça voulait dire comme concept. Hein? La diversité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le régime diversitaire, alors, ça veut dire quoi? Vous en parlez dans le livre. Alors, quand je dis régime diversitaire, ce que j'entends par là, c'est justement ce refus d'avoir un monde commun noué dans l'histoire et la culture et la langue, je le redis. Et quand je dis que la question de la diversité, parce qu'il faut y revenir, je trouve que c'est un slogan de vous et moi, tout comme le slogan de l'ouverture à l'autre. Et Mathieu Bocoté a donc explicité un petit peu ce qu'il entendait par l'ouverture à l'autre. Moi, quand on me dit « Êtes-vous favorable à l'ouverture à l'autre ?» Je me dis « Mais de quel autre s'agit-il » Tous les autres ne sont pas interchangeables. Un Québécois n'est pas un Canadien, un Français n'est pas un Allemand, un catholique n'est pas un bouddhiste. Et faites la liste pendant longtemps. Donc, première question, ouverture à l'autre. Deuxièmement, ouverture à combien d'autres? Parce qu'on peut facilement intégrer une personne, 100 personnes, 1000 personnes. Ensuite, à partir d'un certain seuil, il est plus difficile d'intégrer. Finalement, Jean-Yves, on voit pourquoi les médias politiquement corrects invitent peu les conservateurs, ou les personnes en tout cas politiquement incorrectes qui ont du talent, parce que face à eux, ils se font un peu pas le figure. Ah bah là, ils sont tous en PLS, y compris Sonia Bracli qui la ramène d'habitude. Ils sont tous en PLS parce qu'il a une très grande vivacité d'esprit, une très grande intelligence, un débit rapide aussi, ce qui ne permet pas aux autres de reprendre la main. Et honnêtement, il est quand même très, très convaincant. Quand il dit à l'ouverture à l'autre, mais quel autre et combien d'autres? En deux demi-phrases, il a réglé des sujets. C'est remarquable. Ce qu'il dit sur le récit médiatique aussi est très bon. Ce qu'il dit sur l'extrême droite, c'est très bon aussi. Il faut vraiment, moi j'incite nos amis web spectateurs à regarder cette séquence. Ça ne fait que 15 minutes. C'est vraiment du grand art. Bravo à Mathieu Bocoté. Effectivement, et je pense qu'ils ne sont pas prêts de le réinviter à Quotidien. Non, sans doute pas. Ils ne sont pas encore remis. Mais bon, il leur faudra peut-être dans un an, le temps de se remettre, effectivement. Ça va être la fin de cette émission, Jean-Yves. Avant de se quitter, je crois que vous aviez un petit message. Je serais ravi de rencontrer beaucoup d'amis qui suivent Immédiat samedi prochain au colloque de l'Iliade sur l'Europe, l'heure des frontières. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Exactement, donc rendez-vous soit le 6 avril à la Maison de la Chimie, soit la semaine prochaine sur TV Liberté.